Eh, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas changé les covers d'ailleurs. Ça te dit quoi là? Ouais, on est pas mal. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette review lecture absolument massive. Parce que j'ai totalement fait le con. J'ai lu vraiment beaucoup dernièrement. Donc en fait là techniquement on a 11 bouquins VF à débriefer. Bon, j'ai quasiment pas lu de VO parce que comme je vous avais dit, j'ai pas reçu ma commande, du coup j'ai pas lu grand chose. J'ai principalement rattrapé les séries et les trucs qu'il fallait que je finisse et qui traînaient un peu dans ma palle. Du coup je vais te forcer d'y aller un peu plus brièvement sur la plupart des titres, à part vraiment les gros trucs dont je vais vous parler beaucoup. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-dessus, sur mon compte, où je parlerai de manière un peu plus longue de certains titres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En parlant d'Insta, je vous remercie parce qu'on a passé les 900 abos. On rentre officiellement dans le road to 1000 abonnés. À 1000 abonnés, un énorme concours. Ça s'impose, je pense. D'ici qu'on atteigne les 1000 abonnés, j'ai déjà une liste de ce que je vais vous faire gagner. On parle de potentiellement 3, 4, 5 bouquins, voilà. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à partager le compte, à partager la chaîne, à vous abonner, et puis bah on peut partir. Comme d'hab, vous avez le chapitrage des vidéos si certains titres en particulier vous intéressent. Et on va attaquer par du gros, on attaque directement par du Mark Millar, et on va enchaîner par du Kirkman. Oh mon dieu. Première lecture, je vous en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo achat, parce que j'ai acheté le tome 2, premier tome donc de American Jesus. Donc c'est bien ce que je pensais, la fin, la fin n'existe pas encore. Donc j'ai le seum, sachant que là, ce mois-ci, ça fera 2 séries que je lis et qui n'ont pas encore de fin, qui sont en attente de publication et ça me casse les couilles. Hein. Donc American Jesus, scénarisé par Mark Millar, dessiné par Peter Gross. Peter Gross, vous en avez parlé. Alors le style, c'est vachement amélioré quand tu regardes le tome 2. Bah alors le tome 1, surtout quand tu prends le premier numéro, je vous parlais de couleurs très fades, de formes très rondes. C'est peut-être le point négatif de ce comic, c'est le dessin. Peter Gross, de tout ce qu'il a fait, j'ai lu quelques trucs de Peter Gross quand même, je suis jamais fan de son style. C'est juste pas un style qui me correspond. Mais je vous en ai parlé la semaine dernière, t'oublies totalement le dessin. Moi en tout cas j'ai totalement oublié le dessin en rentrant dans la narration. Le rythme est incroyable. Dans American Jesus, on va suivre, comment il s'appelle ce con? Jody il s'appelle? C'est un prénom de meuf. Donc bah du coup on va suivre Jody, je me rappelais absolument pas de son nom. Jody, donc qui est un garçon, un petit garçon de 11-12 ans je crois, vie ordinaire, rien de bizarre. Jusqu'à ce qu'un jour, malencontreusement, il est sur le point de se faire renverser par un camion. Et le camion s'élève dans les airs, donc il est sain et sauf. Et à partir de ce moment-là, il va se passer plein de choses étranges autour de sa vie. Que ça soit à lui, que ça soit à des proches, voilà, il va se passer des choses qui rappellent des événements de la Bible. Et tu vas avancer dans le tome, et plus ça va aller, et plus tu vas comprendre, en tout cas c'est l'idée générale de l'histoire, qu'il serait la réincarnation de Jésus. Tu sais pas d'où ça tombe, tu sais pas comment ni pourquoi. Voilà, c'est comme ça. En parallèle de ça, t'as des fast-forward du coup, l'inverse des flashbacks, qui montrent quelqu'un 33 ans dans le futur, et donc tu vas comprendre que c'est lui dans le futur, et tu vois ce qu'il est amené à devenir. Donc comme je vous l'ai dit, la narration m'a totalement happé. Les histoires bibliques, je suis ultra client, donc c'était quasiment signé dès le début. Mark Millar, j'ai jamais été un très grand fan, j'ai pas lu énormément de trucs de Mark Millar non plus. Je crois que le dernier truc qui ne sont pas des Big Two que j'ai lu de lui, ça doit être The Magic Order, qui était, bon, voilà quoi. C'était un peu à Paris en mode, est-ce que là pour le coup je vais aimer ce qu'il fait en dehors des Big Two? Et là j'ai carrément aimé, donc je sais pas si je peux vous le recommander, sachant qu'il n'y a pas encore de fin. En tout cas vous allez attendre, moi je vais clairement attendre parce que j'ai vraiment trop aimé l'histoire. J'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer par la suite, quitte à attendre. De toute façon on va se le dire, j'ai pas le choix. Et en fait ce bouquin a traîné très longtemps dans ma palle parce que l'édition est absolument dégueulasse. Autant la couverture est magnifique je trouve, mais alors le dos, l'énorme logo Netflix là, genre c'était trop. J'ai vraiment pas voulu le prendre au début. Et il était dans l'opération nettoyage de ma palle, et l'opération nettoyage aura au moins donné quelque chose de bien. Prochaine lecture, on enchaîne avec du Robert Kirkman. Pareil, là c'était l'opération nettoyage de palle, et c'était un titre que j'attendais un peu au tournant, parce que quand tu parles de comics indé, c'est peut-être un des titres que tu vois le plus. Oblivion Song. En tout cas, moi je le vois comme ça. Chaque fois qu'on me parle de comics indé, ou qu'on va dans un rayon avec du comics indé, Oblivion Song est là. Donc Oblivion Song, c'est scénarisé par Robert Kirkman et dessiné par Lorenzo De Felici avec les couleurs de Annalisa Leoni. C'était sympathique. C'était sympathique, je crois qu'il y a 4 tomes actuellement, le 4e est sorti il y a pas longtemps. L'histoire globalement se situe donc de nos jours, mais après un événement qui a fait que 300 000 personnes, je crois, 300 000 habitants de Philadelphie ont disparu. Voilà, on te plante le décor, c'est comme ça. Et je pense que c'est une des forces du comic, c'est qu'en fait, t'ouvres les premières pages, il s'est passé 1 million de trucs, et on te plante le décor. Et en fait, tu te rends compte que tu pars pas de rien. T'as déjà tout un mur qui est construit, et c'est à toi de voir ce qui va ensuite suivre. Et c'est vraiment en partie ce qui fait que les mondes qu'il crée sont super intéressants, je trouve. Et j'ai encore oublié le prénom du personnage principal. Nathan, j'étais quasiment sûr que c'était ça. Et dans ce monde-là, on va suivre Nathan. C'est un mec qui entreprend de retrouver
les personnes qui n'ont pas encore été retrouvées de cette catastrophe. Parce que le gouvernement a tout mis en place pour retrouver un max de personnes. Ces personnes qui sont vraisemblablement, alors on sait pas trop, mais dans un monde alternatif, envahi par des créatures, en tout cas dans une autre dimension, mais similaire à la ville de Philadelphie en tout cas. Et lui, il entreprend d'aller chercher les dernières personnes que le gouvernement a décidé de laisser de côté. Parce que, globalement, ils estiment qu'ils ont retrouvé assez de personnes et que c'est trop risqué d'envoyer des équipes là-bas pour le peu de personnes qu'il a sauvées. Et lui, il en a ras le cul, parce qu'en fait, son frère est là-bas. Et il veut absolument le retrouver. C'est un postulat qui, comme ça, est super simple, mais ça marche. T'as beaucoup d'éléments qui sont mis en place à côté de cette histoire, notamment la psychologie du personnage, un peu, il détruit sa vie pour ça. T'as ses motivations qui sont, au final, peut-être pas si pures que ça. Donc t'as vraiment beaucoup d'éléments très cool. Il y a aussi toute la partie technologique autour de l'histoire qui est un peu mise en avant, qui j'espère sera développée par la suite. Parce que pour se rendre dans ce monde parallèle, c'est comme s'il se téléportait en fait. Il a des produits et il a un appareil qui lui permet de se téléporter. Mais en fait, il va se téléporter à un endroit de la ville et il va pop exactement au même endroit de la ville dans l'autre monde. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a ce parallèle avec la ville de Philadelphie qui est en fait super important parce que si se TP de nos jours en haut d'un building et qu'en fait dans l'autre monde le building n'existe plus, c'est plein de petits éléments qui sont vachement réfléchis que je trouve très cool. Au niveau des dessins, alors c'est un style qui va diviser je pense. Moi j'ai bien accroché sans plus être ultra fan. C'est un style assez plaisant sans non plus être trop révolutionnaire. Je veux dire ça sert bien l'histoire, tout simplement ça sert l'histoire. Il y a un très bon rythme, les cliffhangers sont assez efficaces. C'est globalement une bonne lecture, c'est juste que voilà, ça réinvente pas son monde. C'est peut-être que le problème avec Kirkman, c'est que il s'attribue des thèmes et il en fait son histoire, mais à chaque fois c'est pas révolutionnaire. C'est très cool, c'est un bon divertissement. Je pense que si vous cherchez une bonne série indé, c'est peut-être un truc à aller voir si vous aimez ces thèmes-là. En tout cas, pour ce tome-là, vous tomberez pas de votre chaise. Mon chouchou. On va parler de ma série chouchoute, mais quand même, j'ai un petit point noir à ajouter pour l'édition, parce que putain, le prix, quoi. Le masque. Quel plaisir, le masque. Pourquoi je parle d'un point noir pour l'édition, c'est que... alors, je vous ai pas sorti le tome 1. Ça, c'est le tome 2, et Delirium avait édité le tome 1 dans ce bouquin, dans cette superbe édition, un gros bouquin, bien épais, pour le prix, c'était 24 € ça. Franchement, c'était vraiment nickel. Et puis ils ont pété un boulon mec, parce que donc ce tome 2 est la suite directe du tome 1, on va en parler de ça. Vous les mecs côte à côte, hein, vous voyez la différence. 22 €. Ça c'est 22 €. Hein. J'avais chauffé plein de gens pour lire cette série, et puis au final, quasiment tout le monde m'a dit mais putain les tomes sont juste trop chers, et je suis en mode ouais c'est juste trop cher. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et le tome 3, pareil, doit être à 26 € je crois, genre. On finit de parler de l'édition qui est un peu contestable, et puis après on parle de la série en elle-même. Sachant que c'est la suite directe, littéralement, tu commences le tome 2 à la toute fin du tome 1, tu vois. Et le tome 1 regroupe 3 arcs, je crois, sachant que le deuxième et le troisième auraient pu être divisés, tu vois, en mode on met le troisième arc avec sa suite. Genre faire 2 bouquins de la même taille. Et ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. C'est vraiment très curieux, j'ai pas compris. Le budget pour cette série est insane, c'est génial. Moi je trouve ça absolument génial ce masque, mais le budget est... J'ai pas compris. En vrai, pour le coup, j'aimerais bien des explications de Delirium, parce qu'ils ont pas fait ça, pour nous ruiner. Hein. J'aimerais bien des explications de Delirium de pourquoi le choix éditorial a été comme ça, parce qu'il y a sûrement d'autres facteurs qui rentrent en compte que nous on n'a pas. Donc le Masque contre-attaque, la suite directe du premier tome, c'est toujours un plaisir de lire The Mask. Alors je vous avoue que j'étais un peu perdu parce que le premier tome était assez loin dans ma tête, je me rappelais plus vraiment des personnages principaux, sachant que, comme je vous dis, il y a 2 ou 3 arcs, donc les personnages changent, le seul point commun c'est le masque. Et globalement c'est juste la conclusion de l'arc en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est curieux que ça soit pas avec l'autre, enfin avec le début de l'arc en fait. Je crois qu'on a 4 ou 5 porteurs du masque dans le tome, ce qui est toujours... moi ça me fait triper vraiment, c'est complètement con, mais en même temps c'est un peu violent, et dans le propos c'est aussi assez intelligent. C'est toujours scénarisé par John Arcudi et toujours dessiné par Doug Mahnke. Voilà le style de dessin que vous trouverez, c'est clairement pas moderne, mais ça sent l'époque en fait. Le dessin il pue les années 90, et l'histoire juste est faite pour être dans les années 90, donc c'est vraiment parfait. Faut coller à l'ambiance, attention, hein, c'est une lecture assez... Je pense que c'est un truc qui divise, mais je pense que quand tu rentres dedans avec tes clients pour ça, tu vas passer un super moment, après avoir payé 22 €. Donc tu vas avoir plein d'itérations du masque, parce que le masque est porté par 4 ou 5 personnes, donc à chaque fois la personnalité s'adapte. T'as toujours des petits gags à la con dedans, moi c'est des trucs qui me font rire. C'est je pense de toutes mes lectures comics ever, la plus grosse surprise que j'ai jamais eue. J'ai pris ça en mode ouais c'est marrant comme objet, et c'est vraiment trop bien, c'est juste legit trop bien. J'ai adoré ça. Donc si jamais vous avez la foi de mettre le budget dans la série, alors j'avoue que je sais pas combien de pages fait le tome 3, pour voir si le prix est vraiment justifié. Là, 22 € ça, vous abusez les frères. En tout cas, pour le premier tome, c'est 24 € pour 3 arcs, il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de contenu. Après, vous jugez si vous voulez la suite ou pas. Bon, on va passer sur 2 lectures ensuite, qui m'ont un peu...
On va partir chez iComics pour la première. Je crois que j'ai jamais lu un bouquin qui m'a autant divisé. We only find them when they're dead. Alors, je prenne mes pincettes. Ce qui m'a subjugué avec le bouquin, c'est les dessins. J'ai jamais lu un bouquin avec des dessins qui m'ont autant mis sur le cul. Simone Di Meo, incroyable. Que ce soit au niveau des couleurs, du dynamisme, de l'ambiance, et globalement, il y a un truc qui m'impacte beaucoup, c'est le gigantisme. Je sais pas si vous avez vu l'appel de Cthulhu illustré, ça me met ultra mal. Et le postulat d'histoire fait que t'as des dessins qui s'inscrivent dans le gigantisme qui sont incroyables. C'était ouf, le dessin est insane. Et ce qui est important, c'est que je vais vous parler de la 4ème de couverture, et ensuite on va parler de l'histoire du bouquin, qui a pour moi une énorme différence, et qui est... C'est limite un postulat mensonger, tu vois, la 4ème de couverture. Ce que la 4ème de couverture nous dit, c'est qu'on est en 2367, que les humains ont épuisé toutes leurs ressources, et du coup on est dans l'espace lointain, et il y a des équipes de foreurs qui vont sur les corps des dieux morts pour miner les ressources, pour miner des parties de leur corps, et ensuite les revendre, ensuite en faire des trucs. Ça, c'est le postulat qu'on nous présente. Et c'est peut-être 1% de l'histoire qu'on lit dans le bouquin, ce qui m'a extrêmement déçu. Parce que, pour ceux qui ont lu Kaiju numéro 8, c'est un truc, j'ai trouvé ça juste ultra semblable. Je voulais trop voir le côté économique, en mode, comment on en est arrivé là, même pas la question des dieux, même, qui est quand même un énorme point d'histoire, mais comment est-ce qu'ensuite les ressources sont distribuées, l'économie d'échelle qui est mise autour de ça, genre, il y a trop de sujets intéressants, je trouve. Et au final, l'histoire, elle est vraiment, enfin, toute cette partie-là est totalement mise de côté. C'est vraiment, voilà le monde dans lequel t'es, voici la vraie histoire. Et ça m'a tellement déçu, mec. Parce qu'en réalité, l'histoire qu'on nous propose, c'est des relations entre les membres d'un équipage. Ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est juste déjà pas vraiment ce que je voulais lire. Quand tu me proposes un postulat aussi énorme, aussi what the fuck, avec tant de potentiel, je m'en bats les des personnages, tu vois. Moi, j'ai envie de voir le monde dans la globalité. Et au début, je me suis peut-être dit que j'étais ultra chiant, tu vois, c'est peut-être moi qui fais chier. Mais j'en ai parlé avec Néophyte et j'en ai parlé avec le professeur Fox, qui l'ont lu aussi, et qui m'ont dit exactement la même chose. Donc, voilà, c'est en tout cas pas du tout un avis isolé. Et on s'était même pas concerté en se disant on va le lire ou quoi. Et il y a des trucs qui m'ont ultra saoulé dans la lecture. Je vous laisse regarder mes notes qui sont disponibles dans la description. Parce que je crois que c'est peut-être le bouquin pour lequel j'ai pris le plus de notes, ever. Tellement j'étais divisé. Déjà un truc qui m'a cassé les burnes, je suis désolé pour le langage. Le capitaine du vaisseau, j'avais l'impression de voir le capitaine dans Plunge. La façon dont Alewing l'a écrit, c'est vraiment le mec ténébreux dans les films, en mode il parle jamais, ou alors il a toujours des phrases énigmatiques, où il montre jamais ses sentiments, et du coup quand on montre ses sentiments, c'est pour montrer que c'est ultra important et tout. Ça m'intéresse pas en fait, genre. Et dans la mise en place même de l'histoire, dans les petites lignes de scénarisation, il y a des trucs que j'ai trouvé ultra confus, genre t'as des scènes par exemple qui vont se passer du point de vue de l'espace et tu vas voir le vaisseau, et du coup tu vas entendre tu vas lire les communications entre les personnages. Sauf qu'en fait, tu sais pas qui parle à qui. Et tu sais, des fois, moi je me suis retrouvé à relire des pages en arrière en mode attends, c'est qui parle là? Je sais pas. C'était tellement confus. Cet équipage en particulier qui est le Vihan 2, qui décide de casser les codes, et en gros, ils en ont marre de voir des dieux morts, et ils vont dans une quête pour voir un dieu vivant. Ça va pas... Ça m'intéresse... C'est pas ce que je voulais lire, tout simplement. En fait, le truc, c'est que le postulat me paraissait tellement clair que ce qu'on allait lire, c'était évident pour moi ce qu'on allait lire. Et en fait, non, pas du tout. On va quand même profiter des dessins de Simone, parce que, bon, c'est un peu compliqué de vous montrer avec les lights, mais voilà, globalement, le style, c'est absolument incroyable. J'ai jamais vu aucun dessin de ce type. J'étais totalement pris dedans. C'était incroyable. L'expérience de visionnage était ouf, par contre. Et le dessin était tellement immersif, en tout cas, j'étais tellement dedans, que, vu que t'es dans des cockpits de vaisseau, les plans sur les personnages sont toujours très resserrés, pour te faire comprendre que le cockpit c'est pas immense, et que t'es proche du personnage, du point de vue de la caméra. Et des moments, je me suis vu, genre reprendre mon souffle, parce que, genre, j'étouffais, en mode, y a pas d'air, tu vois. J'étais totalement dedans, c'était dingue. Les promesses du postulat étaient tellement dingues, que ce qu'on a eu en comparaison, c'était pas intéressant. C'était pas que c'était nul, mais c'était juste pas ce que je voulais lire, et les relations entre les personnages, j'en ai juste rien à foutre, parce que tu les connais pas assez. Je pense qu'ils sont pas assez bien présentés, ou en tout cas, s'ils le sont bien, t'es pas spécialement investi pour eux. Alors t'as compris que le personnage principal, c'est être le capitaine, parce que, vu qu'il est dans le Vihan 2, tu vois ce qui s'est passé avec le Vihan premier du nom, qui était tenu par sa famille, machin. Lui, il est pas mal construit, mais je veux dire... c'est pas le propos, je m'en fiche, tu vois, je m'en fiche. C'est vraiment très dynamique, j'imagine que beaucoup de personnes vont prendre du plaisir en lisant l'histoire, mais juste, c'est pas ce que je voulais lire.
Donc, bah, déception en fait. Sachant que j'ai pas parlé une seule fois du genre, donc c'est de la SF, c'est du space opéra, je suis pas du tout fan de SF, et pourtant je suis totalement rentré dedans. L'ambiance m'a totalement plu, c'est juste l'histoire. Quand même clairement hâte de lire la suite pour voir comment la suite va se présenter, parce que j'ai envie juste d'en savoir plus sur le monde dans lequel on est, plus que sur l'histoire qu'on m'a montrée. J'espère que ça arrivera. Parce que sinon c'est chiant. Et si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez eu le même avis, parce que là je vous ai dit, on est 3 personnes à avoir exactement le même avis. Alors qu'on s'était pas concerté, donc bah peut-être que c'est votre cas. Dites-moi ça en commentaire. La prochaine lecture qui est une petite déception aussi, mais qui reste globalement assez intéressant, Magneto le Testament. C'est un truc que beaucoup de gens m'ont recommandé de prendre. Moi on me l'a présenté comme c'est les origines de Magneto. Donc on est chez Panini et ça c'est le vieux format 100%. Sauf qu'en fait tu donnes le bouquin à quelqu'un, tu lui dis pas que c'est sur Magneto, il le sait pas. Il le sait pas parce que il y a aucune mention des pouvoirs, t'as aucune mention de gènes mutants, quoi que ce soit, tu vois, peut-être de prémices, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc tu peux te dire qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui faisaient des recherches, quoi que ce soit. Non, rien. C'est juste une histoire sur Magneto enfant, qui est donc juif, et qui subit le régime hitlérien. Voilà, c'est tout. Tu te dis, bon, peut-être un petit moment, il va se rebeller, dans sa rébellion, il va se déclencher ses pouvoirs, même pas. Il y a une scène où j'étais sûr que ça allait arriver, parce qu'il était sur un peloton d'exécution, et il était sur le point de se faire abattre. Et là, tu vois la balle arriver au ralenti. Tu te dis, c'est sûr, il va l'arrêter. Même pas, il se passe un autre truc à la place. Rien à voir avec ses pouvoirs. Et c'était une giga déception, parce que je suis en mode, c'est cool parce que tu comprends sa haine de l'humanité, en fait. C'est vraiment le côté psychologique de Magneto que tu comprends. Mais le Magneto que tu as dans les comics, le grand Magneto, il a un charisme de ouf et tout, avec des pouvoirs de dingue, tu l'as pas. Tu l'as absolument pas. Et c'était quand même très décevant. Bon, c'est une lecture qui était quand même vachement dure, hein, parce que les thèmes abordés, le scénariste qui est Greg Pak, il prend pas de gants quand il te parle de certains trucs, donc dans ce sens-là, c'est cool, parce que moi j'étais ultra impacté. C'est une lecture que j'ai dû faire en 2 fois, parce que au bout d'un moment, fallait que je souffle, tu vois, je suis en mode... Je vais aller boire un verre d'eau, et puis je reviens après, là. Faut que j'aille prendre l'air. Parce que il y a juste des thèmes qui sont trop durs, hein, c'est pas un bouquin que tu mets entre toutes les mains, clairement. Quoique, je me dis que c'est un bouquin qui peut quand même te sensibiliser, et peut-être qu'auprès d'un jeune public, ça peut leur faire comprendre des choses. C'est pas un bouquin que tu vas prendre et que t'auras le smile à la fin, clairement pas. C'est juste un comics sur un enfant juif pendant 39-45. Ça s'arrête là. Donc je vous avoue que comment on me l'avait vendu, j'étais un peu déçu parce que j'ai absolument pas trouvé ce que je voulais trouver. Maintenant ça en fait pas une mauvaise lecture, c'était juste différent. Pour les sujets que ça aborde, donc il n'y a pas de super-héros, mais pour les sujets que ça aborde, je pense que c'est quand même assez intéressant, et que juste ça sort de ce qu'on lit d'habitude. Et de temps en temps, des lectures qui te replongent dans le passé, un passé qui a réellement existé, ça a son intérêt, je pense. Pour les prochaines lectures, on va être chez DC, parce qu'on a un run à débriefer. Bah ouais, Joker War, mon pote. Le Batman de Tynion Ford. Qu'est-ce que ça dit, là? Donc ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai lu ce truc-là, et après réflexion, je pense que c'est un run que je vais revendre. Parce que la fin... En fait, c'est une fin en continuité, tout simplement. Donc c'est une fin qui appelle à une suite perpétuelle. Et au-delà de ça, les persos qui ont été mis en place dans ce run m'ont absolument pas intéressé. On te crée Clown Hunter et on te crée Ghostmaker. Rien à foutre, mec. Ils m'intéressent pas, ces personnages, vraiment. En plus de ça, je trouve que dans l'écriture, on a perdu le Batman du premier tome, le Batman blockbuster avec full explosion, avec une Batmobile qui roule sur les bâtiments. Tu vois, on a perdu ce côté-là. Et c'est moi ce qui m'intéressait dans ce run. Le Batman Fast and Furious en fait. Et t'as plus du tout ça. Clairement je m'attendais à ce genre de fin, hein, voilà. Mais en fait juste ça me conforte dans l'idée que je suis pas spécialement fait pour lire de la continuité. Et je suis juste d'accord avec quelques retours que j'ai eu sur ces trucs là. Et même quelques bilans qui sont globalement faits sur l'écriture de Batman de facile 10 ans. C'est que je suis juste pas fan de l'écriture. De l'utilisation massive de Batman si c'est pour en faire ce qu'on en fait actuellement en fait. Parce que c'est tout le temps les mêmes thèmes, y a rien qui réinvente le personnage. Ou c'est tout le temps... En fait, le Batman est con. Il n'y a jamais aucune évolution dans son personnage. Il fait tout le temps les mêmes choses et tout le temps les mêmes erreurs. Il n'y a jamais rien de très original dans le Batman de continuité et même dans le Batman de ces 10 dernières années en général. Après, c'est un run qui a beaucoup de qualité, hein. Tout le côté psychologique avec Alfred, j'ai adoré. Les dessins de Jiménez qui sont absolument incroyables. Il y a beaucoup de choses. Si j'applique le critère de bibliothèque royale en mode est-ce que j'ai envie de garder ça et est-ce que c'est un truc que j'ai envie de recommander aux gens, pas forcément. Parce que la continuité implique des tie-ins qui sont pas forcément très intéressants, mais qui sont présents dedans. Parce que la fin n'est jamais vraiment très satisfaisante ou concluante. Surtout cette fin-là, dans les faits, où ils passent un tome à se foutre sur la gueule avec Ghostmaker et qu'à la fin ils sont en mode « Eh mais en fait on est potes !» C'est si peu profond, c'est si peu intéressant je trouve. Chez les fans de continuité, je pense que c'est un truc qui va vous plaire, hein. Mais
Moi qui suis un lecteur casu de Batman et qui cherche vraiment de la qualité over la quantité, eh ben j'ai juste conclu sur le fait que j'ai pas eu la qualité. Par contre, quand on parle de qualité, mon petit pote, oh bordel de merde. D'ailleurs, le bouquin est dégueulasse. Gotham Central, tome 1. Quel plaisir, mec. Ah, quand je te parlais de trucs original, oh putain, c'est si bon, j'ai adoré. Convaincu du début à la fin. Dans Gotham Central, tu vas suivre le GCPD. Donc tu ne suis pas Batman. Tu suis pas spécifiquement non plus des personnages comme James Gordon. J'avais réellement l'impression de lire The Office avec des flics dans Gotham. C'est scénarisé par Ed Brubaker et Greg Rucka et dessiné par Michael Lark. Bon, le dessin de Michael Lark, ça fait très polar franco-belge. C'est un style qu'il faut accrocher. Mais en fait, ça contribue vraiment au côté polar, enquête, toutes ces thématiques similaires à ce monde-là du franco-belge. C'est juste, ça se réunit autour de ces dessins. Et il y a une vraie identité en fait dans le bouquin que tu lis. Alors par contre c'est une série qui s'inclut dans la continuité, parce que ça se passe après No Man's Land je crois, donc il y a beaucoup de références à ce qui s'est passé dans No Man's Land. C'est quand même très distillé et t'as absolument pas besoin de lire No Man's Land pour lire ça. Juste, le seul truc c'est qu'en fait James Gordon n'est pas dans le GCPD là actuellement. Donc si c'est pour James Gordon en particulier que tu lis ça, il est quasiment pas, je crois que tu l'aperçois un peu mais sans plus. Ce qui est pas plus mal en fait, parce que James Gordon est quand même très relié à Batman, c'est lui qui fait appel à ses services. Donc le fait qu'il n'y ait pas de James Gordon fait que tu n'as pas vraiment Batman. Et c'est la force de la série, c'est que tu te dis « Ah, c'est une série dans le Batverse sans Batman ?» Et en fait non, ça marche super bien. Parce que tu vois comment il se démerde sans Batman. Tu vois comment certains flics méprisent Batman parce que il fait passer le GCPD pour des guignols, globalement. Et tu vois comment, à l'inverse, dans les comics Batman, comment il se prépare, il prend la Batmobile, il fonce sur le lieu. Et là, t'as le point de vue des flics. Quand t'as Batman qui utilise son grappin pour sauter de 3 gratte-ciel, comment eux ils sont en galère à monter des escaliers en courant. Voilà, c'est vraiment une série brute, c'est à vif. En fait t'es vraiment en immersion avec eux. Et c'était vraiment énorme. Alors je vous parlais de The Office, bon je suis en train de regarder en ce moment, j'adore. Je vous parlais de The Office parce que t'as beaucoup de débuts d'épisodes qui se passent dans les bureaux du GCPD. Et tu t'attrapes une conversation par-ci par-là, ils vont aller chercher des donuts, ils parlent du match de foot qui a été diffusé hier. C'est vraiment très authentique. Et c'est une des grosses forces de cette série. Je suis ultra convaincu. Alors j'aurais aimé choper l'omnibus VO, mais il est totalement introuvable, parce que l'édition est trop belle. Mais il est juste introuvable, donc tant pis, je prendrai les éditions VF. J'ai déjà commandé le tome 2, hein, il va popper dans ma librairie dans pas longtemps. Et je suis juste trop content d'avoir trouvé cette série. On me l'avait beaucoup recommandé, et ouais, pour le coup, là, c'était des très bonnes recommandations. Je vous ai dit tout à l'heure que je cherchais des trucs un peu originaux, qu'il n'y a jamais vraiment de réinvention dans l'univers de Batman. C'est une totale réinvention et je peux que vous recommander ça. Si vous êtes là juste pour lire du Batman, il n'y a pas vraiment Batman, mais ça complète la vision de Batman. C'était des thèmes qui étaient abordés dans le White Knight de Sean Murphy, de sa relation avec la police, qui les laisse un peu se démerder, que Batman a les moyens et qu'il laisse le GCPD dans la merde un peu. T'as un peu ces notions-là aussi, très légèrement, et ça va peut-être se distiller sur 4 tomes, mais je suis trop à fond dans cette série. Ça c'est vraiment la grosse reco du mois, si vous avez un truc à lire, je pense que c'est ça. Avant de passer chez Marvel et Panini pour 2 titres en particulier, je crois que j'ai eu ma meilleure lecture de l'année. J'ai pas trop envie de vous hyper parce que c'est des thèmes très particuliers, c'est très précis, mais pour les gens qui ont pu m'écouter déjà et qui ont découvert The Department of Truth et qui ont adoré, c'est dans le même ton, on est dans un comics de complotisme, donc il y a potentiellement moyen que vous appréciez aussi beaucoup cette lecture. C'est un comics que j'ai clairement mis dans le rang 5 étoiles. C'est du comics 1D, c'est du Jonathan Hickman. Prenez l'argument que vous voulez. Sauf que malheureusement, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la série qui n'a pas encore de fin aux États-Unis. Il y a 2 tomes sortis. On est en attente du 3e. Et là, pour le coup, ça me fait vraiment chier parce que je suis tellement hype pour la série que c'est juste chiant qu'il n'y ait pas de fin. Je vais quand même sauter sur le tome 2, mais ça me fait chier. Black Monday Murders. Encore une fois un titre de l'opération nettoyage de pales. Alors celui-là je l'attendais un peu au tournant quand même parce que on m'avait présenté les thèmes. À l'époque quand j'avais découvert ce titre, c'était il y a 3-4 ans, j'étais clairement pas prêt à lire ce genre d'histoire, ce genre de thème. J'aurais pas été dans le délire. Maintenant je suis à fond dedans et c'était incroyable. Alors Black Monday Murders, c'est un comics que je classe dans le côté enquête polar mêlé à des thèmes de complotisme. On va globalement suivre une enquête de police par un enquêteur qui va se retrouver à enquêter sur la mort de Daniel Rothschild, donc de la famille Rothschild, la banque Rothschild. Alors c'est un sacré délire, hein, donc ayez l'esprit ouvert. Plus on va avancer dans l'enquête, plus on va découvrir que ces familles sont mêlées à des cultes et sont mêlées à des pratiques occultes, sectaires, tout ce que tu veux, lié à l'économie. On va te mêler plein de faits réels, historiques, qui sont réellement arrivés, notamment les cracks boursiers et la chute de l'immobilier en 2008, qui vont être liés à ces familles-là, à ces vieilles familles de banques, qui sont en fait les piliers de l'économie.
si l'économie fonctionne, c'est grâce à eux, parce qu'ils font tous ces rites, parce qu'ils font tous ces sacrifices pour qu'elle se maintienne en vie en fait l'économie. Je vous ai dit c'est bizarre, mais je vous ai aussi dit que c'est du Hickman, faites-lui confiance. Moi qui je suis en train de lire Oxbox en ce moment, je comprends le génie de Jonathan Hickman mec, ça y est. Alors ce qui m'a vraiment déjà motivé à lire, c'est que quand tu regardes le sommaire, il est divisé par année, et en fait on te présente les thèmes qui seront abordés, et en fait juste les faits réels qui seront adaptés dans le comics, notamment le jeudi noir, la chute de la bourse, la crise immobilière de 2008, tous ces thèmes-là qui ont existé, eh ben, Jonathan Hickman te propose la vision de pourquoi ça a chuté. Et en fait, tu te rends compte que c'est des rapports de puissance entre les familles qui étaient pas d'accord sur la gestion de tel truc et tel truc. Il y en a un qui aimerait prendre le contrôle, et du coup, il se retourne contre l'autre. C'est House of Cards mixé avec The Department of Truth, mêlé avec l'économie réelle. Et je trouve ça, mec, mais fascinant. En plus de ça, les dessins de Tom Cooker et les couleurs de Michael Garland sont fascinantes, c'est d'une beauté, c'est vraiment magnifique. Ça mêle le côté noir polar avec le glauque, mais en même temps avec le côté enquête, ce qui est le mix parfait. Si vous êtes fan de ces thèmes-là, vous allez adorer. Vraiment, ça a été une baffe. Ça a vraiment été une baffe par la qualité de l'histoire et par tous les à côté que Hickman met dans ses histoires, notamment, comme il fait dans Xbox en fait. Les pages qui te coupent la scénarisation pure de l'histoire, qui t'incluent des rapports sur des personnes, qui t'incluent des comptes rendus, qui t'incluent des retranscriptions de dialogues. C'est brillant, mec. Ça a été une putain de baffe, et ça a été ma meilleure lecture sans hésiter du mois, et potentiellement de l'année. Parce que c'est le truc qui m'a le plus mis de baffe et qui m'a le plus marqué, et putain que c'était bien, quoi. On va terminer la VF avec Panini, et on va être dans du Daredevil. Vous savez de quoi on va parler alors. Première lecture dont on va parler de Daredevil, le Daredevil Yellow de l'opération Printemps des Comics. Daredevil Yellow, c'est une réécriture des origines de Daredevil. C'était une super lecture, c'était vraiment un très bon truc. Scénarisé par Jeff Lobb, dessiné par Tim Sale. Le style est très particulier, hein, le dessin de Tim Sale, si vous connaissez pas, c'est du old school. C'est quand même daté, donc ça plaira pas à tout le monde, mais globalement voilà. Ce que j'adorais avec ce bouquin, c'est que c'est pas une bête présentation des origines, il y a vraiment une raison pour qu'on nous présente ça. Matt Murdock écrit une lettre à Karen Page, et il nous lit la lettre un peu tout le long. Et chaque phrase de la lettre correspond à ce qu'on va voir dans le comics, et à ce qu'on va voir dans ses origines. La création de Daredevil, ses premiers méchants, la première fois qu'il a rencontré Karen, tout ce genre de trucs. T'as un vrai côté touchant dans la scénarisation, surtout à la fin, c'est très touchant. Le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est que t'as pas l'origine, t'as pas l'accident, t'as pas le moment où il devient aveugle, il est directement aveugle, il est directement avocat, donc c'est un truc que je verrai du coup dans L'Homme sans peur, mais c'est peut-être la petite touche qui m'a manqué. Globalement, c'est une très bonne lecture, si vous êtes intéressé par le personnage, je ne peux que vous le recommander. Et en parlant de lecture à recommander, il est temps d'en parler, messieurs, dames. Le Daredevil de Bendis. Ce fut une lecture intéressante, on va dire. Intéressante parce que on me l'avait tellement vendu que je l'attendais énormément au tournant, vous en doutez. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que en fait, j'ai juste besoin d'en lire plus. J'ai trop peu d'informations pour pouvoir juger le run encore. Ce que je peux dire, c'est que Alex Malif, je suis vraiment pas fan. Ça ne changera pas, je pense. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que la scénarisation de Bendis, elle est très bonne. Je m'attendais à autre chose, mais c'était très bien. Il y a globalement 2 arcs dans ce Deluxe, t'as l'arc sur le Kaïd et t'as l'arc sur l'identité de Daredevil. Moi qui ai pas lu les épisodes de Frank Miller, je sens que j'ai pas tous les éléments pour pleinement apprécier ce qui s'est passé et tout le poids de leur relation, mais les idées passent quand même très bien. Tu sens qu'il y a un respect mutuel entre le Kaïd et Matt Murdock, que même s'ils sont ennemis, ils vont pas se faire des coups de pute. J'ai notamment adoré cette scène où le Kaïd interdit à ses hommes ou à qui que ce soit de toucher Matt Murdock parce que c'est entre eux. Ils se la mettent comme 2 bonhommes, tu vois. Et ça, j'apprécie. C'est pas un méchant qui veut détruire le gentil. Il y a un respect mutuel. Et c'est une relation très adulte. Et j'apprécie ça. Maintenant, de mes souvenirs, parce que je l'ai quand même lu il y a quelques temps, de mes souvenirs, c'était un truc qui était assez court, comparé à l'arc sur l'identité de Daredevil, qui était aussi très bien. Toute la partie où Matt Murdock doit se dédouaner, j'ai adoré. Tout est très cohérent, tout est très logique. La scénarisation est vraiment impeccable. Maintenant, tout a été un peu gâché par déjà le dessin, que j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé Alex Malif. Moi, artistiquement, il me parle pas, mais c'est d'autres trucs qui m'ont dérangé, notamment sur certaines scènes. Je pense notamment à la scène où il y a tous les paparazzis devant chez Matt Murdock et que Foggy rentre dans la maison. J'ai trouvé que c'était super mal fait parce que, en fait, il y a trop d'ellipses entre certaines cases. Et par exemple, tu vas te retrouver, tu vas voir Foggy monter les escaliers. La case d'après, tu vois Foggy derrière une porte, la tête contre la porte. Et genre, tu comprends pas s'il est rentré ou si... Tu comprends pas, en fait. Il y a trop d'écart entre certaines cases qui font que ça va juste trop vite et tu peines à te représenter la scène. Et ça me l'a fait à plusieurs reprises. J'ai aussi remarqué ça sur certaines scènes de combat. On apprécie aussi la petite erreur de trade de Panini, hein, où les flics ont tiré sur un mec dans sa jambe, et Daredevil nous dit que les flics l'ont abattu. Du coup, j'étais 3 fois à regarder la case, en mode, mais attends, ils ont tiré dans la jambe, là. Il est pas mort.
et tu le revois 2 pages après, et le mec n'est pas mort, donc ils l'ont pas abattu en fait. Bon, en tout cas les promesses sont là, c'est un Daredevil très dark, un truc très sombre, très psychologique, et moi c'est le Daredevil que je cherche. Le Matt Murdock est le Daredevil que t'as dans Sous l'aile du diable, absolument pas dans les épisodes de Joey Quesada et Kevin Smith, t'as pas ça du tout. C'est vraiment l'ambiance que je voulais retrouver, l'ambiance de la série télé. Un truc très glauque. Et pour le moment c'est ce que j'ai, donc j'ai très hâte de lire la suite, et comme je vous dis, j'ai juste pas assez d'infos pour juger. Pour le moment c'était bien, c'était juste bien, je peux pas dire que c'était incroyable, mais c'était bien. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la suite. C'est prévu en combien? 4 Deluxe je crois. Donc hâte que le prochain sorte pour pouvoir vous en parler. On va débriefer très rapidement les lectures VO que j'ai eues. Il n'y a pas grand chose comme je vous l'ai dit, vu que j'ai pas continué mes séries régulières. Je voulais surtout vider ma palle de trucs qu'il fallait que je finisse et que j'arrivais pas trop à reprendre. Ou alors d'épisodes que j'avais en retard. On va commencer par la série Man Bat, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. La série Man Bat qui est terminée en 5 numéros. Qui était une série globalement intéressante parce que on n'a jamais le personnage de Man Bat sur le devant de la scène, et là c'était le cas. Les épisodes 3, 4, 5 étaient plutôt cool, c'était très divertissant. On a notamment l'épouvantail, donc j'étais très content de le retrouver. Le personnage de l'épouvantail est quand même est très bien utilisé. C'est spécifié dès le numéro 1 que ça se passe avant Justice League Dark. Donc je vous avais déjà dit à l'époque, la fin serait sûrement qu'il va finir dans la Justice League Dark. Et c'est juste ce qui se passe. C'est totalement ce qui se passe. C'est un truc pour les complétistes aussi, je pense. Moi j'ai plutôt apprécié parce que j'apprécie le personnage. C'était une bonne lecture, je suis content d'avoir lu ça. Mais la fin était juste prévisible. Quand on t'annonce que ça se passe avant un truc qui est déjà sorti, tu sais déjà que comment ça va finir à peu près. Il y a un truc qui m'a perturbé tout le long de la série, c'est qu'en fait, Man-Bat, tu sais pas vraiment si t'es censé l'aimer ou pas. Batman est assez omniprésent dans la série, parce qu'il confronte Langstrom à ses problèmes, mais tu sais jamais vraiment si Langstrom c'est un mec qui s'obstine dans son addiction, ou si c'est un mec qui veut aller mieux. Là-dessus j'ai trouvé ça assez confus. Je sais toujours pas si j'étais censé l'apprécier ou pas le personnage. Mais au-delà de ça, voilà, c'est une très bonne série, je suis juste content d'avoir lu du Man-Bat. On va continuer en super-héros, on va vite fait faire un tour chez Marvel avec le numéro 1 de Moon Knight, que j'avais pris comme pour tester, pour voir sur une série Moon Knight ce que ça valait, parce que j'ai jamais lu de Moon Knight avant. C'est un perso qui fait partie du crew sous-côté avec Ghost Rider, et j'avais juste envie de voir ce que ça donnait. Et je pense que c'est très clairement une série que je prendrai en VF. J'avais un peu la flemme de la continuer en VO, très clairement, parce que je suis pas assez intéressé par le personnage. Par contre, il y a de grandes chances que je prenne la VF, parce que... Oh putain, les dessins, mec. Oh, incroyable. La série, elle est scénarisée par Jed McKay et dessinée par Alessandro Cappuccio. Retenez ce nom parce que putain, le style... Oh, vraiment, c'est un style qui m'a passionné du début à la fin. En fait, c'est un style très réaliste, mais qui mêle des formes géométriques, notamment avec Moon Knight. Quand il sort sa cape, regardez, oh là là, regardez-moi ce Moon Knight, quoi. Putain, je trouve ça incroyable. Voilà, par exemple, c'est totalement la page à laquelle je pensais. Et sa cape, juste c'est une lune. C'est graphiquement... passionnant. J'ai adoré le style. Alors maintenant la question c'est, est-ce que c'est accessible à un nouveau lecteur qui ne connaît pas du tout le personnage? Globalement ouais. C'est un peu relou sur un numéro quand tu ne lis que ça, parce qu'en fait c'est un numéro qui déjà t'introduit l'histoire que tu vas lire, mais c'est aussi un numéro qui te récapitule tout ce qui s'est passé avec Moon Knight. Les différentes identités du perso qui était sous le masque de Moon Knight, le concept du personnage aussi, et je connaissais absolument rien, donc c'était vraiment utile. Maintenant quand tu lis ça c'est un peu essoufflant parce que t'as vraiment beaucoup d'infos à retenir sur 2 plans. Maintenant t'as toutes les bases posées pour l'histoire qui je pense va être très cool parce que t'as un antagoniste qui se présente, qui vraisemblablement est similaire à Moon Knight et tu vas peut-être apprendre à le connaître dans les prochains épisodes j'imagine. Et ouais, je pense vraiment prendre cette série en VF. On va continuer chez Image avec une série qui m'a longtemps divisé et je suis encore indécis sur cette série. Crossover. Crossover, c'est une série très conceptuelle, notamment j'ai entendu beaucoup parler des prochains épisodes qui sont très conceptuels aussi. Je sais même plus si j'ai commandé les prochains numéros, je vais recevoir ma commande bientôt là, donc je vous dirai ça probablement sur Instagram si ça vous intéresse. Une partie de ma conclusion, c'est que c'est une série qui est vraiment faite pour les fans hardcore d'Image et pour les fans hardcore de comics. Ce que je me considère pas être. Le postulat, si vous vous en rappelez, c'est globalement le monde du comic book qui explose et qui rentre dans le monde réel. Je peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a tellement de concepts qui ont été posés, beaucoup de vieux personnages d'Image et de personnages plus ou moins récents de l'éditeur reviennent dans la série. T'as aussi beaucoup de refs à des personnages Marvel et DC, tu vois par-ci par-là dans le fond des persos qui font penser à Wolverine ou à Spider-Man ou quoi, parce qu'ils sont obligés de les inclure. C'est une série aussi qui, j'ai entendu, incluait beaucoup de notions de discussion de droit, notamment sur les derniers épisodes, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de me spoiler, mais sachez qu'il y a ça, donc il y a des concepts, c'est
C'est conceptuel. Je sais pas si je suis la cible en fait. Je vais juste continuer de prendre les numéros et puis je vais me faire un avis, je pense. Hein. Parce que je sais pas. Dernière lecture d'une série que je vous ai beaucoup recommandée et que pas mal de gens sont allés voir sur mes conseils et m'ont fait des retours et ils sont vachement contents de l'avoir lu. Donc écoutez, moi c'est mon plaisir de vous recommander. The Nice House on the Lake numéro 3, avec cette couverture absolument magnifique. Donc la série de Tynion Ford et de Alvaro Martinez Bueno. Le numéro 3 était vachement intéressant, on continue dans la découverte de la maison. Parce que si vous vous rappelez pas du postulat de base, on va suivre un groupe d'amis qui se retrouvent invités dans une villa pour passer le week-end. Un sacré week-end, hein. Et en fait, pendant le week-end où ils étaient à la villa, le monde a vraisemblablement péri. On sait pas pourquoi, on sait pas par quoi, ni comment, ni à cause de qui. Et en fait, ils sont piégés dans l'espace autour de la maison. Et donc, ils continuent la découverte des alentours. Et notamment, on suit un des personnages qui part en exploration tout seul parce qu'il commence à péter un pont, il est en mode « moi j'ai juste envie de me casser ». Et on va découvrir des choses super intéressantes, des choses très bizarres et très intrigantes qui me donnent envie juste de lire la suite parce que on comprend pas ce qu'on voit en fait, on comprend pas. C'est une série qui a beaucoup de potentiel. Tynion Ford, je sais pas où il veut nous emmener. On sait toujours pas ce qu'on lit, on sait juste qu'on est encore dans la découverte. Et c'est une découverte qui peut durer encore un moment parce qu'on n'en sait pas tant que ça en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Pour montrer des pages neutres, ça c'est globalement le style que vous allez retrouver dans la série tout le long. Voilà tout le monde pour ces lectures, putain, il était temps de débriefer. Mon meuble est vide, ça y est, je vais pouvoir le re-remplir. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire ce que vous avez lu dernièrement, parce que vous m'envoyez un peu toujours vos lectures, c'est un plaisir, vous me recommandez aussi des choses, ce qui me permet de faire du tri dans ma tête, et c'est comme si j'avais pas assez de choses à lire dans ma palle. Je vous remercie à tous de me consacrer votre temps, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. Je pense jamais à vous le dire, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne aussi, c'est important pour le référencement si vous voulez que ces vidéos soient plus vues. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.